Chez Elul Lawson, nous engageons avec vous le sujet au sein de l'AES avec l'adhésion annoncée du Togo au sein de l'espace confédéral. Trois éléments principaux ont été bien sûr évoqués par le ministre des Affaires étrangères et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Doucet, l'accès stratégique maritime, l'unité politique renforcée et la souveraineté africaine. Chez Elul Lawson, est-ce que même dans vos rêves les plus fous, vous avez imaginé un Togo au sein de l'AES? J'apprécie votre question, Monsieur Fon. La question mérite qu'on l'aborde de façon tout à fait, je dirais, rationnelle sur le plan politique, géopolitique, également sur, je dirais, l'angle des fondamentaux de la souveraineté du continent africain, c'est-à-dire le panafricanisme. Mais avant d'engager ma réflexion là-dessus, permettez-moi quand même de revenir sur le sujet précédent. En quelques mots chez Elul Lawson. Rapidement, un angle qui me paraît pertinent, c'est la question justement des crimes, des violences faites aux Africains. Et ce monsieur, ce chef rebelle, Ahmed Seleka, il y a Amnesty International qui l'avait accusé de crimes de guerre entre 2013 et 2014. Nous sommes étonnés de voir que la France, qui se dit la patrie des droits de l'homme, donne l'asile à ces criminels, les utilise comme mercenaires pour déstabiliser l'Afrique, et il n'y a pas justement de justice pour les victimes africaines. Elle passe toujours par perte de profit. Je pense que le moment est venu pour que l'Afrique puisse mettre en place les instances judiciaires pour juger ces criminels parce qu'ils font mal au continent africain et à l'Afrique. Donc, je félicite les autorités camerounaises pour cette arrestation. Il faudrait absolument qu'il soit déféré, qu'il soit renvoyé en Centrafrique pour que la justice centrafricaine connaisse de son cas. Vous savez, souvent, dans notre lutte pour la souveraineté du continent, nous avons tendance à minimiser la démocratie, alors que les fondements de la démocratie, justement, reviennent à sacraliser ces fondamentaux. Vous voyez, et que tant que justice n'est pas faite, tant que le peuple centrafricain, toutes les souffrances de ce peuple depuis l'indépendance ne sont pas connues et que les criminels ne soient pas indexés et punis, eh bien, on est dans un genre de continuité, dans l'impunité, dans la violence, mais cette violence est instrumentalisée par la France au nom justement de la France-Afrique pour continuer à déstabiliser le continent. Il faut se rappeler que ce monsieur est accusé de crimes de guerre, il est accusé de déstabilisation du président Touadéra et ses propres mots, n'est-ce pas, l'affirment aussi. Et donc, de mon point de vue, la pression de la France à le déférer en France est nulle et de nul effet. La sortie de l'ambassadeur est une insulte, n'est-ce pas, aux lois également des deux pays. Il faut poursuivre il faut laisser la justice faire son cours. Et c'est comme ça que nous affirmons aussi notre souveraineté par le respect de la loi, l'isonomie, n'est-ce pas, et par le respect de notre souveraineté aussi, parce que la justice relève des peuples, et également la prise en compte de l'humanisme fondamental, le bien-être de nos populations. Et par conséquent, je pense que cette affaire que les gens peuvent penser que c'est une simple affaire pose fondamentalement l'équation de prédation, de violence, de déstabilisation, de crimes contre l'humanité, de cette façon où les Africains ne sont pas considérés comme des hommes ou moins que des hommes. On peut les tuer, on peut les blesser, on peut susciter des rébellions et quand ils le font, eh bien, quand c'est dans l'intérêt de l'Occident, l'Occident essaie de les protéger comme ce monsieur. Voilà ce que je voudrais dire quand même sur ce sujet avant de revenir sur le Togo ou en tout cas mes rêves fous de voir le Togo être membre de l'AES.
Alors, pour le Togo, membre de l'AES, vous savez, il faut partir des principes. Et des principes, il faut donc faire une dérivée première vers les mécanismes et on en déduit vers les faits. Sur le principe, le Togo, comme tout autre pays africain, est appelé à sortir, n'est-ce pas, de cette balkanisation imposée par une conférence, la conférence de Berlin de novembre, du 26 novembre 1884, qui s'est terminée le 15 février 1985. Alors, cette conférence, l'Afrique n'était pas là, donc ils ont saucissonné, balkanisé, divisé, morcelé l'Afrique en fonction de leurs intérêts. On est resté donc dans cette logique où nous étions des enclos coloniaux sous influence de ces colonisateurs qui ont utilisé leurs enclos pour racketter, martyriser, exploiter l'Afrique pour un capitalisme qui a que seul objectif le bien-être, en tout cas des Occidentaux. Malgré nos indépendances, on reste encore dans cette logique. L'erreur fondamentale que les Africains ont fait, en tout cas les pères de l'indépendance, c'est le fait de n'avoir pas suivi Nkrumah qui avait proposé le club de Casablanca d'unir politiquement l'Afrique et de sortir justement de ces enclos coloniaux. Mais ils ont plutôt choisi l'intangibilité des frontières issues de cette colonisation. Alors, l'Afrique est restée balkanisée jusqu'à ce jour. Donc, l'AES, dans sa démarche de souveraineté, crée un nouvel espace politique qui n'est plus, n'est-ce pas, sous la férule d'un État prédateur, d'un État colonial ou colonialiste. Donc, ce nouvel espace politique est appelé à grandir, à prendre le contre-pied justement de ces frontières tracées de façon imaginaire et qui suit la ligne marginale des intérêts des Occidentaux. De ce point de vue, quel plaisir, quel honneur de voir le Togo intégrer ce nouvel espace où on demande à tous les pays, n'est-ce pas, de sauter leurs frontières pour aller vers cette unité politique. Donc, de ce point de vue, sur le principe, on ne peut que se réjouir de cette démarche. Mais néanmoins, il faut en venir donc aux éléments fondamentaux, vous voyez, aux critères pour voir si le Togo aujourd'hui répond à ce nouvel élan, à ce critère politologique, ontologique, mais aussi sur le plan, n'est-ce pas, de la démarche de rupture avec le système france-africain. Ma réponse est non. Le Togo est à 1000 lieues, n'est-ce pas, de cette nouvelle dynamique. Et je pense d'ailleurs que le Togo est en train de bluffer, les autorités togolaises bluffent. Ils sont même, ils font la honte, n'est-ce pas, des Togolais et de toute la diaspora parce qu'ils jouent avec quelque chose, ils jouent avec ce qui fait l'espoir de toute l'Afrique, de toute la diaspora, de tous les afro-descendants, de voir enfin une dynamique qui est appelée à porter le panafricanisme, à porter l'union, à sortir les Africains de ce système racialiste, ce système où partout où nous sommes dans le monde, l'homme noir est vu comme un homme de deuxième zone, tout simplement parce que nos pays n'ont pas réussi à avoir la puissance nécessaire pour pouvoir s'imposer, nous protéger, nous donner une certaine fierté. Vous voyez? Donc, le Togo est loin de cette dynamique. Je convoque très rapidement les 3 principes cardinaux qui sont à la base de l'AES. Ces principes ont été édictés par le président, le général Assimi Goïta. Le premier, c'est la souveraineté. On est tout à l'heure revenu sur la question de la souveraineté. La souveraineté qui suppose une rupture avec la France-Afrique. Et donc, c'est quoi la première déclinaison? C'est la dénonciation des accords coloniaux, notamment tout ce qui constitue des chaînes, n'est-ce pas, d'esclavagisation, d'impérialisation et de néocolonialisme. Et de ce point de vue, on a vu le Mali faire cette dénonciation, chasser les Français, on a vu les Burkinabés le faire, on a vu les Nigériens le faire. Est-ce que vous avez entendu le Togo dénoncer les accords coloniaux?
La réponse est tout à fait non. Le deuxième élément, et qui nous conforte également dans notre analyse, c'est le choix des intérêts des populations de l'AOS, des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens, dans le choix des intérêts dans toute politique qui est faite. Est-ce que quand on prend le Mali, on a vu comment, sur le plan économique, au niveau du lithium ou encore de l'or ou de l'uranium, des mesures qui sont prises pour déconstruire, n'est-ce pas, cette exploitation des minerais sans tenir compte des intérêts de ces populations. Est-ce que le Togo est dans cette logique? La réponse est non, puisque le ministre Doucet met de l'avant le port, alors que ce qu'il oublie de dire, c'est que ce port-là a été donné à Bolloré, qui est un homme d'affaires français, pour une durée de 30 ans. Ce port, alors que ce port, c'est le port en eau profonde, le seul port en eau profonde de la sous-région. Et c'est Bolloré qui le gère. Ce port participe dans le budget national seulement à 1 milliard de francs, et alors que la capacité, n'est-ce pas, financière en termes de budget de ce port, on l'évalue à plus de 50 milliards. Tout le reste de l'argent va dans les poches des autorités togolaises. Vous voyez que cette gestion, n'est-ce pas, est encore à milieu des réalités aujourd'hui concrètes de l'AES. Le dernier élément, c'est la diversification des partenariats. Vous voyez, le Togo, enchaîné encore par toutes les chaînes de la colonialité, n'est pas aujourd'hui capable de faire cette diversité. Et donc, quand vous passez en revue ces critères, vous voyez que le Togo est très loin de cette capacité à faire la rupture, de cette capacité à privilégier, n'est-ce pas, les intérêts des populations, et aussi, fondamentalement, quand vous voyez l'AES, on revient au principe fondamental de la démocratie, c'est-à-dire que les populations sont mobilisées, appuient fortement leurs dirigeants dans le choix qu'ils ont fait. Dans le cas du Togo, malheureusement, les Togolais sont en rupture avec un système imposé par la France depuis l'assassinat du premier président Sylvanus Olympio, ce président qui est allé à l'encontre justement des accords coloniaux. Donc nous sommes le Togo est transformé en une prison à ciel ouvert, gérée par la même famille depuis 62 ans. Vous voyez comment ce type de régime peut rentrer dans l'AES si ce n'est pas un cheval de Troie, justement pour ramener l'AES à la case de départ. Ici, on parle des problèmes de sécurité, on parle d'intégration des armées, alors que le Togo répond encore, n'est-ce pas, à la France. L'armée togolaise est complètement une armée, je dirais, une milice, quelque part des volontés de la France, qui est au service d'un régime violent, d'un régime de terreur. Et de ce point de vue, je vois que c'est un danger pour l'AES d'intégrer le Togo, en tout cas sur le plan sécuritaire. Enfin, des faits qui peuvent paraître anodins, mais qui ont toute leur, je dirais, toute la force nécessaire pour comprendre de peut-être façon stricto sensus ce que nous essayons de développer. Le président d'Amiba est au Togo, est protégé par les autorités togolaises. Toute la démarche de déstabilisation de l'AES par la France-Afrique, par la France, ça se fait à Lomé autour du président d'Amiba avec tous ceux qui sont contre le président Ibrahima Traoré. Le fils de Bazoum est à Lomé. Vous voyez ? Et là aussi se passent des choses quand même qui interrogent la conscience de tous les panafricains, parce que le Togo reste toujours dans cette logique de déstabilisation de la sous-région. Et donc, de notre point de vue, les populations togolaises sont tous mobilisées, appuient l'AES, mais demandent à ce que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Et quand on aura changé de gouvernement, il n'y a pas de raison. Je terminerai rapidement pour dire que
J'ai lu le son, votre microphone, on ne vous suit pas, mais certainement on va vous relancer. Docteur Armel Sango, quand on a eu à suivre le propos introductif de Chelou, qui a quand même fait des développements, il dit l'AES du côté du Togo, c'est un bluff, il faut rien mettre sous la dent, c'est un cheval de Troie que voudrait justement faire le Togo. Moi j'ai envie de poser une question, est-ce que le président Faure, puisque c'est quand même le chef de l'État, est ici dans un plan de séduction pour que finalement les peuples togolais que nous savons dans le fond sont des véritables panafricanistes, mais c'est l'appareil dirigeant qui pose un problème. Et qu'est-ce qu'il peut justement pour pouvoir faire partie de l'AES, juste à l'attention de ceux qui nous suivent, qu'il n'y a plus d'élections au Togo, il n'y a pas d'élections présidentielles pour cette année. Les dernières élections, c'était les élections sénatoriales, sont tenues le 15 février 2025 et le parti UNIR du président Faure Gnassingbe l'a emporté haut la main, ce qui fait en sorte qu'au niveau du Parlement, avec l'Assemblée nationale au niveau des législatives, donc c'est tout un parti politique qui est bien assis et selon la constitution qui avait été promulguée par lui-même en mai 2024, nous partons donc du régime présidentiel pour un régime parlementaire en conduisant vers la 5e République et autres précisions selon les articles 50 et 47 de cette constitution. Le président va être élu, mais cependant, celui qui va diriger le pays sera le président du Conseil des ministres. Et ce président du Conseil des ministres, donc, sera issu d'un congrès entre les députés et les sénateurs. Et tout est fait pour que le président Faure soit le président du Conseil des ministres, qui sera le chef de l'armée. Il va diriger la politique interne du pays, la politique extérieure. Le président de la République ne sera qu'un président de nom, fait donc, et rappelons qu'il gère le pouvoir depuis pratiquement 19 ans. Docteur Sango. Oui, Monsieur Noah, je pense que votre interrogation impose qu'on privilégie une analyse ambivalente pour essayer de comprendre fondamentalement cette problématique qui se donne aujourd'hui à voir sur le sol africain. Analyse ambivalente, pourquoi? Parce qu'il faut distinguer les motivations d'un côté et les facteurs opérationnels de faisabilité d'une telle hypothèse. D'accord? Du point de vue, n'est-ce pas, des motivations, il faut dire que les motivations sont plurielles. Elles peuvent être aujourd'hui sécuritaires, économiques, stratégiques et politiques. Et il faut rappeler que d'un point de vue sécuritaire, le Togo, nonobstant le fait qu'il soit encore membre de la CEDEAO, est régulièrement frappé par des incursions terroristes. Le Togo est menacé dans sa partie septentrionale par les terroristes, par des attentats, par des rébellions qui mettent en difficulté, n'est-ce pas, son processus sécuritaire et tuent, n'est-ce pas, en jour comme en nuit, des Togolais et des Togolaises. Donc, vous voyez que du point de vue donc motivationnel, le Togo, en faisant, n'est-ce pas, ce que j'appelle la cour aux États de l'AES, ça permettrait, n'est-ce pas, sur le plan opérationnel, de résoudre ce problème. Parce que qu'on ne les aime pas, les États de l'AES aujourd'hui excellent dans ce domaine de sécurisation. On voit que ce n'est plus la même chose quand ils étaient encore à l'État, à cette organisation qu'on appelle la CEDEAO. La deuxième motivation peut aussi être économique et stratégique, c'est-à-dire économico-stratégique. Du point de vue économico-stratégique, il faut dire que le Togo est quand même le seul pays qui détient le port, n'est-ce pas, l'ouverture à la mer, à l'océan Atlantique. Or, d'un point de vue géostratégique, nous savons ce que représente l'ouverture à la mer. D'accord? Un pays qui est enclavé, c'est un pays qui n'a pas d'ouverture à la mer. Or, lorsqu'on analyse point par point les États de l'AES, on voit que l'un des handicaps qui caractérise ces États, c'est qu'ils n'ont pas accès à la mer. Donc, le Togo, en faisant la cour aux États, n'est-ce pas, de l'AES, veut ou voudrait, parce qu'il faut parler au conditionnel, voudrait, n'est-ce pas, positionner son port comme étant un outil tournant
qui pourrait lui permettre de capitaliser des intrants à l'effet de booster le produit national brut du Togo. Il faut également mettre en exergue les motivations politiques. D'accord? Pour dire qu'aujourd'hui, le Togo souffre d'une certaine crise de légitimité politique au niveau international. Il faut le dire. Avec toutes ces frasques que le président togolais a eu à opérer, vous avez très bien décrit et magistralement ce processus de captivation et de confiscation du pouvoir, il faut le dire. Si nous sommes tous d'avis aujourd'hui que les États africains sont libres de choisir des systèmes politiques qui leur sied, il faut quand même aussi dénoncer cette volonté qui voudrait qu'on choisisse des systèmes politiques pour garder à la tête d'un État un individu qui ne travaille pas pour la transformation du continent. Donc, en cela, Faure Gnassingbé, étant donc conscient de cette relation, de cette situation, fait donc la cour aux États de l'AES qui jouissent aujourd'hui d'une légitimité populaire que les États occidentaux qualifient à tort de légitimité populiste. D'accord? Aujourd'hui, on voit que ce qu'on appelle légitimité sur le plan politologique est en train de se vérifier, de se vivre au sein des États de l'AES. On voit qu'il y a une sorte d'osmose, parce que la légitimité, c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, en osmose. C'est le fait que le peuple qui est gouverné soit en osmose avec ses dirigeants. Et que les dirigeants fassent ce que le peuple leur demande de faire. On voit que du côté de l'AES, c'est ce qui se passe. Donc, en faisant la cour aux États de l'AES, Faure Gnassingbé voudrait, sur le plan politique, surfer dans cette situation pour que sur le plan international, au moins, qu'il ait ce qu'on appelle une sorte de légitimité politique sur le plan extérieur. Lorsque j'ai donc essayé de mettre, n'est-ce pas, sur la table ces éléments motivationnels, il faut donc faire une analyse ou alors un dépassement dialectique pour dire que si ces motivations-là peuvent être vérifiées et légitimes, elles se heurtent cependant sur le plan opérationnel de faisabilité. On voit que entre le Togo et les États de l'AES aujourd'hui, il y a beaucoup plus, n'est-ce pas, d'incommensurabilité que de similitudes. Il faut le dire. Parce que quoi? Les États de l'AES donnent un message clair sur le plan international. Et on voit la cohérence de leur lutte. On voit le parcours de leur lutte. On voit leurs objectifs sur le plan, n'est-ce pas, réel. Les États de l'AES sont pour une souveraineté vraie et sincère. Pas une souveraineté, n'est-ce pas, sous-traitée. Pas une souveraineté, n'est-ce pas, qui est encore tenue par des puissances occidentales. Or, à l'état actuel du Togo, on voit que le Togo a encore ce problème. On voit que le Togo ne s'est pas encore détaché, n'a pas encore instauré ce que j'appelle la rupture maximaliste. Et je pense que le copanéliste Lawson a très bien, n'est-ce pas, exposé ces pesanteurs qui empêchent aujourd'hui au Togo de travailler ensemble avec les États de l'AES. Autre chose qu'il faut mettre sur la table et qui peut être un obstacle, n'est-ce pas, de cette adhésion, c'est quoi? C'est que les États de l'AES aujourd'hui, ce qui fait leur spécificité et leur particularité et même leur ipséité, c'est que dans ces trois États, il y a eu ce qu'on appelle la révolution populaire qui a balayé, n'est-ce pas, d'une main de revers, tous les leaders qui avaient captivé l'État, conformément, n'est-ce pas, au processus de la France-Afrique. Il y a eu une sorte de révolution populaire par des militaires qui a donc fait basculer ce système et qui a instauré un nouveau système original qui, n'est-ce pas, est salué aujourd'hui par tous les Africains et même par la communauté internationale. Il faut le dire. Or, au Togo, est-ce que cette révolution-là s'est déjà opérée? Est-ce que le Togo est prêt à opérer sa révolution aujourd'hui? Parce que j'ai envie de dire que l'adhésion du Togo, n'est-ce pas, aux États de l'AES ne peut pas se faire avec Faure Gnassingbé. Parce que sur le plan historiographique, sur le plan politique, il faut dire que Faure Gnassingbé est le dépositaire du système colonial dans son pays. Il faut rappeler que le Togo est le premier pays où le coup d'État s'est opéré en Afrique.
Mais étant donc donné qu'il est un héritier de ce système-là, qui a travaillé et qui continue encore de travailler pour ce système colonial, qui opprime l'Afrique et contre lequel les États de l'AES ont dressé leur révolution, il serait difficile aujourd'hui pour Faure Gnassingbé d'adhérer aux États de l'AES. La preuve, les États de l'AES n'ont même pas encore commenté cette actualité. Ça veut dire que pour eux, c'est un épiphénomène. C'est quelque chose qu'il faut analyser avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le pacte du Liptako-Gouma donne l'ouverture d'adhésion à tous les États africains, que tous les États vont adhérer forcément sans conditionnalité. Il y a des conditions qu'il faut au préalable analyser avant d'adhérer au sein de ces États. Donc je pense qu'il y a plusieurs pesanteurs aujourd'hui qui annihilent la volonté de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne doit pas penser que c'est parce que les États de l'AES demandent aux autres États africains d'adhérer à cette association et qu'il va le faire. D'accord? Il est aujourd'hui dans une situation très délicate. Il a montré sa mauvaise foi n'est-ce pas, en falsifiant ce processus de régime politique. Il montre qu'en réalité, il ne veut pas quitter du pouvoir. Le problème même pour le pouvoir n'est même pas un problème. Et la longévité au pouvoir n'est pas un problème. Vous savez que c'est la position des panafricanistes. Mais quelle est donc la relation entre cette longévité et la transformation du continent sur le plan développementaliste? Le lien entre cette longévité et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ça le nœud cordien lorsqu'on parle du processus de longévité au sein des États africains. Donc, on n'a même pas trop un problème avec le fait qu'il est resté au pouvoir pendant longtemps. Le problème, c'est que les actions ne suivent pas sur le terrain. Le problème, c'est que cette longévité-là n'est pas au service des intérêts du continent africain, mais au service des intérêts coloniaux. Donc, je pense que cette actualité, aujourd'hui, est une actualité qui nous permet de comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez dit « Seigneur, Seigneur, Seigneur » que vous allez entrer au paradis qui est aujourd'hui symbolisé par les États de l'AES. Non, mais c'est parce que vous aurez rempli les conditions, n'est-ce pas, d'adhésion, les conditions de rupture maximaliste, les conditions de prise en main de la souveraineté. C'est ça le problème aujourd'hui. Les États de l'AES ont compris que l'Afrique ne peut se développer que si elle a sa souveraineté en main. Vous ne pouvez pas vous développer si vous êtes encore embrigadé. D'accord? Or, plusieurs États africains ne sont pas prêts aujourd'hui à assumer cette rupture maximaliste. Beaucoup d'États africains restent encore fidèles à ce processus d'intangibilité des frontières. D'accord? À cette balkanisation du continent africain, qui consiste, n'est-ce pas, à respecter ces frontières qui ont été héritées de la colonisation. Donc, moi, je pense que sur le plan opérationnel, il faut être sincère et dire que c'est quelque chose qui ne peut pas s'opérer à l'état actuel des choses avec Faure Gnassingbé comme président à la tête du Togo, parce que c'est quelqu'un qui a hérité d'un système colonial qui met en difficulté les intérêts du Togo de manière particulière et de l'Afrique de manière générale. Donc, en réalité, voilà un peu l'analyse holistique qu'il faut un peu convoquer pour comprendre que si les motivations peuvent être avérées et légitimes, l'opérationnalisation sur le terrain reste compliquée, difficile, voire même relèverait, n'est-ce pas, d'un cercle carré, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, et vous savez que un cercle carré ne pouvant pas exister, cela relève de l'impossible, et à l'impossible, nul n'est tenu. Merci.